Mesdames et messieurs, vous êtes sur Guel Afrique Média. Merci pour votre fidélité. C'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité. Voici tout d'abord les titres du journal. À la une, des violents affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo ont éclaté dans les territoires de Walikale au nord Kivu. Les villages de Mikumbi, Miba et Kachebere ont été vidés de leurs habitants suite à des détonations d'armes lourdes et légères. Les combats se sont concentrés dans les villages de Mikumbi et Miba, situés à environ 6 km de Kibati. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Toujours à la une, un vent d'espoir souffle sur les négociations entre les gouvernements congolais et les mouvements rebelles M23. Pour la première fois depuis les débuts des pourparlers à Doha, les deux parties ont publié une déclaration commune annonçant un accord pour travailler à la conclusion d'une trêve. Et puis, le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo lors de sa visite à Madagascar. S'exprimant sur les conflits en cours dans l'est du pays, Macron sera l'invité de notre journal. Voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bienvenue. Des violents combats ont éclaté entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo dans les territoires de Walikale, province du Nord Kivu. Les villages de Mikumbi, Miba et Kachebere ont été vidés de leurs habitants suite à des détonations d'armes lourdes et légères. Les combats se sont concentrés dans les villages de Mikumbi et Miba, situés à environ 6 km de Kibati, dans les groupes Malouberiki, selon des sources de la société civile. Reportage. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont de nouveau résonné dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mardi 22 avril. Les villages de Mikumbi, Miba et Kachebere ont été désertés par leurs habitants, fuyant les violents affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo. Les combats ont débuté dans les villages de Mikumbi et Miba, situés à environ 6 km de Kibati. Les Wazalendo auraient riposté à une tentative d'avancée des rebelles vers le centre de Kibwa, à 30 km de Kibati. Ces nouveaux affrontements surviennent après plusieurs jours de trêve fragile. Les rebelles du M23 étaient censés avoir retiré leurs troupes de la zone depuis plusieurs semaines. Mais des sources locales évoquent un plan du M23 visant à reconquérir Walikale après leur retrait mi-mars dernier. Des sources concordantes confirment un renforcement en armes et en hommes des positions du M23 dans les groupements Louberike. La situation reste volatile et les habitants craignent une nouvelle offensive. Ces combats surviennent alors que la rébellion et le gouvernement de Kinshasa poursuivent leurs négociations à Doha au Qatar. L'issue de ces négociations semble plus que jamais incertaine. La population du territoire de Walikale est une nouvelle fois prise au piège de la violence. L'appel à la paix et à la cessation des hostilités est plus que jamais urgent. Justice à présent. Le procureur général, après la Cour constitutionnelle, a requis 20 ans de prison contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo pour détournement présumé des fonds publics. Matata Mponyo, qui est également un opposant politique, est accusé d'avoir détourné près de 200 millions de dollars destinés au projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo lorsqu'il était chef du gouvernement entre 2012 et 2016. Pour plus de précisions, nous vous proposons à suivre ces reportages. L'ancien premier ministre congolais Matata Mponyo est au cœur d'un scandale qui secoue la République démocratique du Congo. Mercredi 23 avril, le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis 20 ans de prison à son encontre pour détournement présumé de près de 200 millions de dollars destinés au projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. L'ambiance était tendue lors de l'audience, marquée par l'absence des accusés. Matata Mponyo, qui a récemment obtenu l'immunité parlementaire, s'est désisté du procès tandis que deux de ses co-accusés
l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler ont invoqué des raisons de santé. Le procureur général a fustigé l'attitude de Matata Mponyo, qualifia son absence de moquerie de la justice. Les immunités ne sont pas synonymes d'impunité, a-t-il déclaré, soulignant que l'ancien premier ministre était sous les coups de poursuites lorsqu'il a obtenu son statut de député national. 2 inspecteurs de finances ont témoigné à la barre, accusant Matata Mponyo d'avoir orchestré un détournement dans un projet qualifié de flou et mal encadré. Le procureur général a requis 20 ans de travaux forcés pour chaque accusé, demandant également leur arrestation immédiate. La défense a déjà contesté la légitimité de la Cour, estimant que deux juges sont hors mandat. Le verdict est entendu pour le 14 mai. Ces procès, qui suscitent un vif débat en République démocratique du Congo, mettent en lumière la lutte contre la corruption et l'impunité dans les pays. Il reste à voir si la Cour constitutionnelle rendra un verdict qui contribuera à renforcer la confiance dans les systèmes judiciaires congolais. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle a levé les tons mercredi 23 avril pour dénoncer ce qu'il qualifie de pillage systématique de son siège national situé sur l'avenue Pumbu dans la commune de Lagombe au centre-ville de Kinshasa. À travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, les partis politiques de Joseph Kabila pointe les éléments des forces du progrès qui se revendiquent de l'IDPS parti au pouvoir. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue indonésien fraîchement élu, Prabowo Subianto, ont discuté mercredi en visioconférence d'un partenariat stratégique entre deux pays. L'accent a été mis sur la protection des forêts tropicales, un enjeu commun aux deux nations. Reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était cet après-midi en visioconférence avec son homologue indonésien Prabowo Subianto. Il était question du partenariat économique que veulent sceller ces deux pays signataires du pacte de l'Amazonie en leur qualité de deux principaux leaders de grands bassins forestiers au monde. Ces partenariats visent aussi la coopération stratégique dans le cadre de la diplomatie, des infrastructures, les développements économiques et cela dans les secteurs des mines, agriculture et écologie. Sachant que l'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, un homme d'affaires avéré, le président indonésien Prabowo Subianto avait lancé officiellement une invitation à son homologue RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite d'État. L'objectif étant d'établir la coopération stratégique en vue de faire face aux défis économiques et environnementaux. Conscient de l'enjeu, le chef de l'État a promis d'harmoniser son agenda pour une descente en Indonésie dans les prochaines semaines. En plus bref, une cinquantaine de jeunes ont été arrachés des forces de leur domicile dans la nuit du mardi 22 avril et amenés vers une destination inconnue par des hommes armés dans le territoire de Nyiragongo au nord Kivu. C'est ce que dénoncent plusieurs sources locales dans le territoire. Cette opération de kidnapping s'est déroulée pendant au moins 4 heures dans le village de Burama, groupement Kibati selon un notable de la région. Ces jeunes de différents âges auraient été embarqués dans un camion et conduits probablement vers Rutshuru, rapportent des sources de la radio Okapi. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, avec cette information. Un vent d'espoir souffle sur les négociations entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles M23. Pour la première fois depuis les débuts des pourparlers à Doha, les deux parties ont publié une déclaration commune annonçant un accord pour travailler à la conclusion d'une trêve. Pour plus de précisions, suivez ces reportages. Un vent d'espoir souffle sur les négociations entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles M23. Pour la première fois, les deux parties ont publié une déclaration commune annonçant leur intention de travailler à la conclusion d'une trêve, ouvrant la voie à un cessez-le-feu effectif.
Ce document, parvenu à Guelafrique Média, marque un tournant dans le pourparler tenu à Doha sous la médiation du Qatar. Kinshasa et l'AFC M23 réaffirment leur engagement à une cessation immédiate des hostilités, condamnant tout discours de haine et d'intimidation. Les deux parties appellent les communautés locales à respecter cet engagement, les considérant comme une étape cruciale vers un dialogue constructif. Ce dialogue, qui portera sur les causes profondes du conflit dans l'est du pays et les modalités de sortie de crise, vise à instaurer une paix durable en RDC et dans la région du Grand Lac. Kinshasa et l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long de pourparlers, jusqu'à leur conclusion. Ils appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à relayer ces messages d'espoir et de paix. Le ministre de la Communication et des Médias, interrogé par Radio Okapi, a affirmé que les discussions de Doha avançaient dans un esprit de paix et de compréhension mutuelle. Reste à savoir si cette trêve sera effectivement mise en place et si elle permettra de mettre fin à la violence dans l'est du Congo. La situation reste fragile, mais cet accord représente un pas important vers la paix. Dans le même registre, évolution des pourparlers entre l'AFC M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers des Doha, comme nous venons de le dire. Hier, nous vous proposons donc de suivre l'intégralité de ces communiqués. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC dans ce journal, la déclaration. Ouvrons maintenant la page internationale. Au Niger, plus de 1100 personnes en situation irrégulière ont été expulsés par les autorités algériennes. Ces migrants qui se rendaient en Libye et en Algérie pour rejoindre l'Europe ont été abandonnés dans les déserts après avoir été contraints de marcher jusqu'à la frontière. Les autorités algériennes ont procédé à l'expulsion de plus de 1100 migrants en situation irrégulière, les abandonnant dans les déserts à la frontière du Niger. C'est un nouveau record. Jamais autant de personnes n'avaient été expulsées d'un coup. Ces migrants, originaires principalement d'Afrique subsaharienne et du Bangladesh, ont été conduits jusqu'à Poisson, un lieu isolé et hostile situé à une quinzaine de kilomètres d'Assamaka, la localité nigérienne la plus proche. Ce geste brutal met en lumière l'intensification des expulsions des migrants en Algérie. Depuis 3 ans, le nombre d'expulsions dans cette zone est en constante augmentation. En avril dernier, 4000 personnes sont arrivées à Assamaka, témoignant de l'ampleur du phénomène. Ces expulsions sont extrêmement dangereuses.
Les migrants sont laissés à eux-mêmes dans une chaleur accablante, sans eau ni nourriture, et doivent parcourir de longues distances à pied pour rejoindre un lieu sûr. La route est parsemée de dangers et de nombreux migrants périssent chaque année dans le désert. Face à cette situation, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Le collectif Alarme Fond Sahara dénonce ces expulsions brutales et appelle à une action urgente pour protéger les migrants. L'OIM, qui propose des voyages de retour vers les pays d'origine, est débordé par l'afflux des migrants expulsés. La situation des migrants expulsés est dramatique. Ils sont confrontés à la faim, à la soif et à la fatigue et vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires. Leur avenir est incertain et la plupart d'entre eux sont contraints de reprendre la route vers le nord dans l'espoir d'une vie meilleure. Ce reportage met en lumière la nécessité d'une action collective pour lutter contre les expulsions des migrants et garantir leur sécurité. Il est urgent de trouver des solutions durables pour gérer les flux migratoires et protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Et pour terminer cette édition du journal, le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo lors de sa visite à Madagascar. S'exprimant sur les conflits en cours dans l'Est de la RDC, Macron a souligné la nécessité de traiter les tensions ethniques politiquement. Il est dans ces propos que nous vous proposons de suivre. Je trouve ça très injuste. D'abord, est-ce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, d'ailleurs les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que des étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. C'est-à-dire du rôle que le président Lourenço a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi, et maintenant avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lourenço dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure, il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda, il s'est déjà rendu en RDC, et moi je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible à l'est de la RDC. Moi, je pense aux populations. Une situation de tension politique qui est très forte. Et personne ne veut voir revenir des tensions ethniques dans cette région. Et donc, je le dis avec beaucoup d'engagement, de respect et une volonté de trouver un chemin politique. Mesdames et messieurs, c'est sur Guel Afrique Média que vous êtes mieux informés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition du journal. À vous de vous abonner massivement sur notre chaîne Guel Afrique Télévision. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions en temps réel.